Bonjour à tous, je suis Tancred Bouglet-Venezia du podcast Histoire des colonisations. Le Yémen est capital dans la politique contemporaine. Mais savez-vous qu'il a été un point capital de la colonisation des Indes orientales? Vous voulez en savoir plus? En apprendre plus sur l'histoire de l'Indochine française et de l'océan Indien depuis l'arrivée des Portugais? Venez écouter le podcast Histoire des Indes orientales ou likez la page Facebook Histoire des colonisations podcast. Et maintenant, place à l'émission. I'm Donald Trump and I approve this message. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième partie de ce HISF 11 consacré aux opérations commando. Cette fois-ci, pour le dernier épisode, je vais vous présenter la bataille de Mirbat. Alors la bataille de Mirbat, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Je ne connais pas, de quoi ça parle? Eh bien moi je vais vous répondre que c'est une bataille mythique des années 70 qui va mettre aux prises 9 SAS britanniques et plusieurs centaines de rebelles marxistes omanais. Donc l'Oman, c'est un petit pays de la péninsule arabique. Enfin non, pas si petit que ça, mais enfin c'est dans la péninsule arabique. Vous ne connaissez sûrement pas, c'est pas très connu, mais c'est très joli. Allez, on se retrouve après le générique. Alors tout d'abord, le contexte de cette bataille. Tout d'abord, il faut savoir que dans les années 60, le sultanat d'Oman est dirigé par un sultan particulièrement tyrannique. Il soumet son pays avec des méthodes absolument moyenâgeuses, il combat par exemple l'éducation, bien la médecine, etc. Et alors il soumet particulièrement une région du sud d'Oman, la région du Dhofar. C'est une région qui est frontalière avec le Yémen. Cette région est soumise à un véritable blocus économique et c'est ainsi que de nombreux Dhofaris, les habitants du Dhofar, sont obligés d'émigrer vers d'autres pays du Golfe, comme par exemple, je sais pas moi, Bahreïn, le Koweït, etc., pour trouver du travail, s'engager comme mercenaires dans les armées ou bien travailler dans le pétrole. Parce que donc leur région du Dhofar ne profite absolument pas du boom pétrolier qui vient de commencer. En juillet 1970, le fameux sultan moyenâgeux est renversé à la faveur d'un coup d'État qui place son fils à la tête du sultanat d'Oman. À cette date, en 1970, cela fait déjà plusieurs années qu'une rébellion marxiste s'est développée dans le Dhofar en réaction donc à la domination exécrable à laquelle la région était soumise. Cette rébellion marxiste était d'abord d'inspiration nassérienne, donc Nasser c'était le dirigeant de l'Égypte. Donc c'est-à-dire qu'au début, la rébellion était en fait nationaliste arabe, et puis finalement elle s'est orientée vers le marxisme, et c'est ainsi qu'elle a rejoint donc le mouvement du marxisme révolutionnaire, et elle s'est rapprochée de la Chine communiste, et donc du Yémen du Sud, qui à l'époque, le Yémen est divisé entre deux pays, et donc le Yémen du Sud est une région communiste qui va soutenir très fortement le Dhofar. La rébellion Dhofari s'est développée grâce donc aux nationalistes Dhofari et également aux Dhofaris qui sont revenus des autres pays du Golfe où ils travaillaient ou bien où ils étaient soldats. Ils sont revenus dans le Dhofar pour supporter la rébellion. Si les rebelles Dhofaris sont soutenus donc par les marxistes, les communistes et par les retours des anciens Dhofaris des autres États du Golfe, il faut savoir que les sultans d'Oman sont quant à eux soutenus par l'ex-puissance coloniale britannique qui a envoyé dès 1968 des troupes pour combattre la rébellion marxiste. Progressivement, les rebelles Dhofaris vont s'emparer de la quasi-entièreté de la province du Dhofar et il ne reste bientôt plus que la région côtière qui est défendue par les troupes du sultan et par les troupes britanniques. On peut dire que c'est une guerre sale. Les SAS britanniques vont commettre des exactions qui sont encore aujourd'hui non assumées par le pouvoir anglais. C'est dans ce contexte de progression de la rébellion que la bataille de Mirbat va avoir lieu. En fait, Mirbat, c'est une ville côtière de la région du Dhofar et donc l'une des dernières régions contrôlée par le pouvoir central. Si la ville tombe, la capitale, Salalah, risque également de tomber. Salalah, c'est la capitale du Dhofar. Donc, les rebelles veulent absolument s'emparer de Mirbat pour ensuite progresser. Vous comprenez, c'est logique. Et donc, c'est dans ce contexte très tendu que la bataille de Mirbat va avoir lieu et la ville de Mirbat est gardée par 9 SAS britanniques, bien loin de se douter de ce qui va leur tomber dessus en ce 19 juillet 1972. Avant de vous conter le déroulement de cette fameuse bataille de Mirbat, revenons, si vous le voulez bien, sur l'histoire des SAS britanniques. Les SAS ont été fondés par John Sterling pendant la Seconde Guerre mondiale
lors des combats en Afrique du Nord contre Rommel. En effet, ils avaient besoin, les Britanniques, de troupes qui puissent saboter les lignes ennemies, et c'est ainsi que John Sterling va équiper et entraîner personnellement une unité de semi-francs-tireurs qui vont donc opérer à l'arrière des lignes ennemies de Rommel et qui vont commettre de nombreux sabotages, notamment contre les réserves de pétrole et d'essence de l'armée allemande. Alors il faut savoir qu'à l'origine, ces semi-francs-tireurs, comme je viens de le dire, sont très mal vus par l'établissement britannique, et donc vous vous en doutez bien, l'état-major britannique est un peu pincé, n'apprécie guère ces gens-là. Vous voyez, ils n'ont pas des techniques ordinaires, ce sont un peu des tarés, entre guillemets, donc vous voyez, ils ont une très mauvaise image. Et donc progressivement, néanmoins, dans l'après-guerre, on va les utiliser de plus en plus. Avec la modernisation de la guerre, on a besoin de ce genre de troupes beaucoup plus légères, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus maniables qu'une troupe normale. Et c'est ainsi qu'ils vont être progressivement utilisés en Malaisie, tout d'abord pour combattre des rébellions, puis ils vont être utilisés en Irlande du Nord, où ils vont connaître notamment des dérives. Lors des interrogatoires contre des rebelles de l'IRA, ils vont commettre des actes de torture qui sont absolument inadmissibles. Mais parallèlement, cette troupe d'élite va se distinguer lors de la guerre des Malouines en 1982, ou bien lors de la prise d'otage à l'ambassade d'Iran en 1980. En 1980, en effet, des rebelles arabes iraniens vont s'emparer de l'ambassade d'Iran à Londres et retenir en otage 26 personnes. L'intervention des SAS va permettre de sauver quasiment tout le monde. Donc c'est vraiment une troupe d'élite et particulièrement efficace. More SAS men use ladders to climb over balconies at the front. They leave explosives outside a window and just get away in time. Police dogs howl. The woman relative of one man next door waves at Sim Harris, ordering him in through the window next door. Leur devise lors des interventions se résume en 3 mots: surprise, agressivité, rapidité. Il faut savoir également que les SAS britanniques sont seulement 400, répartis en 4 régiments dans tout le Royaume-Uni. Ce sont évidemment des hommes triés sur le volet, et ce sont toujours des hommes qui ont été gradés dans les troupes ordinaires. C'est-à-dire que ce sont au minimum des caporals ou bien des sergents des troupes ordinaires qui sont pris pour aller dans les SAS, ce qui fait donc que les SAS ont toujours une expérience du commandement et ne sont pas dépourvus lorsqu'ils se retrouvent à commander leurs collègues ou bien lorsqu'ils sont tout seuls. Ils ont l'habitude de prendre des initiatives. Alors vous vous doutez bien que dans la lutte contre Daesh, ils sont très présents notamment en Syrie, en Libye, etc. Vous vous en doutez, ce n'est pas le cœur de mon propos. Revenons à la bataille de Mirbat. Les SAS vont particulièrement s'illustrer en ce 19 juillet 1972 lors de la défense du port de Mirbat. Voyons tout de suite ce combat en plusieurs étapes. À l'aube de ce 19 juillet 1972, 9 SAS britanniques sont stationnés au BATT, le British Army Training Team, qui est situé à quelques encablures du port de Mirbat. Ce camp d'entraînement est donc défendu par 9 SAS. Seulement voilà, plusieurs centaines de rebelles d'Ofari vont apparaître progressivement à l'horizon. Ils vont se rapprocher du fort et comptent bien mettre en pièces ses défenseurs pour s'emparer ensuite de la ville de Mirbat. Il faut savoir également que près du BATT, il y a un canon de 25 mm qui pourrait être très utile aux rebelles d'Ofari. Mais voilà, les 9 hommes du commandant Killy ne comptent pas se laisser faire et vont opposer une résistance héroïque aux rebelles d'Ofari. Donc tout d'abord, il va y avoir un combat de tir à distance. Vous vous en doutez, les rebelles d'Ofari vont s'approcher progressivement des positions britanniques. Il y a des tirs de pistolet, des rafales d'armes automatiques. Puis très vite, le commandant Killy va dire à un de ses hommes qu'il faut défendre ce fameux canon de 25 mm. Parce que s'il tombe aux mains des rebelles, c'en est fini. Et donc, le soldat Sekoyana Takavesi va courir une distance de 800 mètres pour rejoindre l'emplacement du canon qui est situé derrière des sacs de sable et commencer à utiliser le canon contre les rebelles d'Ofari qui s'approchent de plus en plus du fort. Le SAS Sekoyana Takavesi va commencer à utiliser le canon contre les rebelles d'Ofari. Mais voyez-vous, l'utilisation d'un canon de 25 mm nécessite 6 hommes. Et lui, il va réussir à utiliser le canon tout seul. C'est une performance absolument incroyable.
Néanmoins, les rebelles continuent de s'approcher et bientôt le soldat Sekoyana Takavesi va être blessé. Il va être rejoint par un autre SAS qui va l'aider à défendre la position en faisant des jets de grenades et en utilisant un mortier. Le SAS va être abattu. C'est à ce moment-là que le soldat Takavesi va se prendre encore 2 balles supplémentaires. Le commandant Kili et le soldat Tobin vont rejoindre la position du canon pour le défendre coûte que coûte. En effet, si le canon tombe, c'est la position anglo-omanaise tout entière qui va tomber. Parce que vous vous en doutez, un canon de 25 mm contre quelques gendarmes omanais là, qui se battent avec quelques pistolets, tu vois, vous voyez, ils sont en train de défendre un fort juste à quelques mètres du canon, mais bon, leurs tirs ne font pas très peur aux rebelles d'Ofari, qui s'ils s'emparent du canon, bon, ils vont les laminer, quoi. C'est une question de vie ou de mort, on peut le dire. La défense du canon est absolument héroïque. Le soldat Tobin va d'ailleurs se prendre à nouveau une flopée de balles et va mourir de ses blessures. La défense du port de Mirbat est véritablement désespérée. On est bientôt à court de munitions. Le port va tomber, les rebelles d'Ofari vont s'emparer de tout le Dhofar et peut-être même remonter vers Oman, vers le nord. Mais voilà, à ce moment-là, après 4 heures de combat intense, 2 BAC Strike Master, 2 avions de la chasse omanaise vont apparaître dans le ciel à l'horizon et vont arroser de balles et de roquettes légères les rebelles d'Ofari. C'est à ce même moment que des renforts britanniques vont arriver et vont carrément balayer les rebelles d'Ofari. Il est 12h30, la victoire appartient aux Britanniques et aux soldats omanais. Les rebelles d'Ofari sont en déroute. Le soldat Tobin est mort pendant le combat, ainsi que le caporal Labalala qui va décéder de ses blessures. Le soldat Takavesi va survivre à ses blessures, ainsi que le soldat omanais qui gardait le canon. Le film Killer Elite retrace les conséquences de cette bataille lorsqu'un Tchèque d'Ofari va engager des tueurs pour éliminer les SAS responsables de la mort de ses fils. Je vous recommande particulièrement ce film qui m'a fait découvrir cet événement, que j'ai approfondi ensuite avec un article de Courrier International disponible en version payante sur internet. Quelques années après ces combats, la rébellion va finalement être annihilée grâce à un soutien conséquent de l'Iran impérial. Les années 80 sont marquées par le développement de la région et l'enrichissement de tout le pays qui entre dans l'ère moderne. La fin des années 90 amorce la démocratisation du régime et l'élection des chambres parlementaires par la population. Aujourd'hui, le Dhofar est une région apaisée et l'Oman un pays magnifique et méconnu de la péninsule arabique, bien loin des troubles que vit son voisin yéménite. Si ce HISF vous a fait aimer l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à laisser un commentaire, encore mieux à nous rejoindre sur Facebook. On met toujours des vidéos bonus, notamment de François, qui nous fait des analyses sur la stratégie militaire, etc. Également, si vous aimez donc les opérations commando, je vous recommande les 2 premiers épisodes du cycle consacré au commando. Vous les retrouvez en cliquant ici. Donc ces 2 premiers épisodes sont consacrés tout d'abord aux opérations commando jusqu'en 1945, puis les opérations commando dans les années 70 en Afrique, et donc le 3e épisode c'était celui-là, consacré à une opération commando dans le désert. Alors, sachez qu'il va y avoir des surprises à la rentrée et également pendant les vacances. Pendant les vacances, il n'y aura pas de HISF, il y aura juste des vidéos bonus. Pour reprendre notre souffle, il nous faut quelques mois de vacances, mais pendant ces mois de vacances, évidemment, on ne reste pas inactif. Vous en doutez bien. Et également, pour la fin d'année, il y aura un épiquement vôtre très spécial qui va sortir et des vidéos qui prendront une autre orientation, toujours historique, mais disons que la fin d'année va marquer une petite différence avec ce qu'on faisait avant, mais rien de grave, ce sera toujours excellent. Au revoir.